On a tous un peu ce souvenir de l'adolescence, ce moment où le cerveau, on a l'impression qu'il bascule. Mhm. D'un coup, on se met à débattre de tout, à construire des grandes théories sur le monde. À vouloir tout refaire. Exactement. Mais comment ça arrive? Qu'est-ce qui différencie vraiment la logique d'un adolescent de celle, disons, d'un enfant? Ce n'est pas juste une question de connaissance en plus, c'est plus profond. Bah oui, c'est une véritable métamorphose de la pensée. Et pour la comprendre, les sources qu'on explore aujourd'hui sont exceptionnelles. On se plonge dans l'ouvrage fondateur de Jean Piaget et Bert Hellinger de 1955, De la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent. Un classique. Un classique, mais rempli d'expériences incroyablement astucieuses qui nous montrent concrètement ce basculement. C'est un peu le manuel d'utilisateur du cerveau adolescent. Notre mission, c'est donc de décortiquer avec eux l'émergence de ce qu'ils appellent la pensée formelle. Alors, si j'ai bien compris, c'est cette nouvelle capacité à jongler avec des idées abstraites. C'est tout à fait ça. À raisonner sur ce qui pourrait être, et plus seulement sur ce qui est. On va voir comment on passe d'une pensée qui est en quelque sorte collée à la réalité. À une pensée qui peut s'envoler, explorer des hypothèses, quoi. Voilà, construire des mondes dans sa tête. Parfait. Alors, pour bien mesurer le saut, commençons par le début. Le monde de l'enfant entre 7 et 11 ans. Sa pensée est déjà logique, mais D'une manière très concrète. très concrète, oui. Et pour l'illustrer, ils utilisent une expérience toute simple. Un jeu de billard miniature. D'accord. Le dispositif est très simple. On a une bille, un lanceur à ressort, une bande sur laquelle la bille doit rebondir et une cible à atteindre. Un enfant de cet âge, il comprend tout de suite le but du jeu. Il essaye, il observe. Oui, il observe, il essaye et il remarque assez vite que la trajectoire, c'est une ligne droite, un rebond, puis une autre ligne droite. Et j'imagine qu'il arrive à faire des liens simples, du genre, si je tourne le lanceur vers la gauche, la bille va plus à gauche. Oui, absolument. Il est capable de faire ce genre de correspondance logique. C'est une relation de cause à effet très directe. A entraîne B. Il y a un des enfants dans l'étude qui dit c'est l'angle du rebond qui fait tourner. Il a bien compris la relation. Donc, si je résume, il est un peu comme quelqu'un qui saurait conduire une voiture, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'est un moteur. C'est une excellente analogie. Il sait que tourner le volant fait tourner les roues, mais toute la mécanique derrière, ça lui est opaque. Totalement. Il constate que ça marche comme ça, mais il ne se pose pas la question du pourquoi. La recherche d'une loi universelle, d'une règle qui serait vraie pour tous les rebonds possibles, ça ne lui vient pas à l'esprit. Il ne décompose pas le problème. Non. Il voit l'angle global, mais il ne pense pas à le diviser en deux, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Et donc, il ne se dit pas « Attends une minute, et si ces deux angles étaient toujours les mêmes ?» Il ne formule pas l'hypothèse. Voilà, sa pensée est un reflet de l'action. Elle est ancrée dans le réel. Elle ne s'en détache pas pour construire une théorie. Le monde des lois physiques invisibles, il n'y a pas encore accès. C'est très clair. Alors maintenant, le grand saut. Prenons un ado de 14 ou 15 ans, devant le même billard. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il est juste meilleur au jeu? Ce n'est pas qu'il est juste meilleur, c'est son point de départ qui est radicalement différent. Réussir à mettre la bite dans le trou, ça ne lui suffit plus. Il veut comprendre le système. Il veut comprendre le système, il cherche la règle cachée, la loi qui explique nécessairement pourquoi ça marche. Pas juste comment on gagne, mais pourquoi on gagne. Il se transforme en petit scientifique, en fait. Il va commencer à émettre des théories. C'est exactement ça. On voit un jeune dans l'étude qui commence par une hypothèse toute simple. Peut-être que le rebond se fait toujours à angle droit. Une pure construction de son esprit. Oui, il teste, il voit que non, c'est faux, et il rejette l'hypothèse. Ce simple geste, formuler une idée fausse pour l'éliminer, c'est déjà un acte de pensée formelle. Il n'est plus en train de décrire ce qu'il voit, il interroge la réalité avec ses propres idées. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour vérifier ses idées, il va s'inventer des outils. C'est le moment clé. Un autre adolescent a une intuition. Il pense que l'angle d'arrivée et l'angle de départ sont égaux. Mais comment le prouver? À l'œil nu, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Alors, il dit cette phrase qui est incroyable. Si ici, il y avait une ligne perpendiculaire au point de rebond, il faudrait qu'on ait la même amplitude de chaque côté. Attendez, c'est génial. Cette ligne perpendiculaire, elle n'existe pas dans le jeu. Non, elle n'existe pas. Il l'a construit entièrement dans sa tête pour pouvoir mesurer quelque chose d'invisible. C'est un outil mental pur. C'est le cœur de la pensée formelle. C'est le passage du réel au possible. Sa pensée n'est plus un miroir, elle devient une grille d'analyse, un instrument pour structurer le réel et en extraire les lois. On passe de « ça marche comme ça » à « ça ne peut marcher que comme ça »
Et voilà pourquoi. C'est un véritable super pouvoir. Une fois que l'esprit peut faire ça, j'imagine qu'il peut s'attaquer à des problèmes bien plus complexes qu'une simple bille. Absolument. Et cette capacité à raisonner sur des hypothèses, elle vient avec une autre compétence essentielle, l'organisation systématique. Pour ça, l'expérience de chimie qu'ils ont conçue est lumineuse. De la chimie, ça me rappelle quelques souvenirs. J'espère que c'est sans danger. Oui, c'est sans danger. On présente au sujet 5 flacons avec des liquides incolores. 4 sont numérotés de 1 à 4 et le 5e, appelé G, est dans une fiole avec un compte-gouttes. D'accord. On lui montre qu'en mélangeant certains des liquides, on obtient une couleur jaune. Et on lui demande de la refaire. Ok. Et j'imagine que la solution n'est pas juste de mélanger deux produits. Non, ce serait trop simple. Pour le jaune, il faut mélanger le liquide 1, le liquide 3 et quelques gouttes de G. Et pour compliquer, le liquide 2, c'est de l'eau. Il est neutre. Et le 4, c'est un décolorant. Ah oui, d'accord. Donc, l'enfant de 10 ans, comment il s'y prend? Au hasard, en mélangeant un peu tout? C'est à peu près ça. Il procède par essais simples et successifs. Il va essayer 1 plus G, puis 2 plus G, puis 3 plus G. Ça ne marche pas, il va peut-être essayer de mélanger 2 flacons ensemble, mais sans aucune méthode. Il pourrait tomber dessus par chance. Il pourrait, oui. Mais même s'il y arrive, il serait incapable d'expliquer pourquoi ça a marché. Pour lui, la couleur, c'est une propriété qui était cachée dans un des flacons. Ce n'est pas le résultat d'une interaction. Et l'adolescent? Lui, il sort sa méthode. Ah! Lui, il comprend tout de suite que la chance ne suffira pas. Il faut être systématique. Il se dit, il faut que je teste toutes les combinaisons possibles. C'est l'émergence de ce que Piaget nomme la pensée combinatoire. Donc il va y aller pas à pas. D'abord les liquides seuls, avec Z, puis toutes les paires possibles. 1 plus 2 avec Z, 1 plus 3 avec Z. Exactement. Et là, en testant 1 plus 3 plus I, bingo, le jaune apparaît. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Ah! Un enfant aurait crié victoire. Lui, il a une partie de la solution, mais il veut comprendre tout le système. Ah oui, c'est vrai. Il lui reste les flacons 2 et 4. Il doit se demander à quoi ils servent. Précisément. Sa curiosité n'est pas satisfaite. Il va continuer. Il prend sa solution jaune et il y ajoute le liquide 4. La couleur disparaît. Le 4 est un inhibiteur. Immédiate. Puis, il prend du jaune, il ajoute le liquide 2. Rien ne se passe. Conclusion, le 2 est neutre, c'est de l'eau. Il n'a pas seulement résolu l'énigme, il a découvert la fonction de chaque élément. Il a compris que la propriété, la couleur, n'est dans aucun flacon, elle émerge de la combinaison. C'est bluffant. Cette approche systématique, ça doit changer complètement la façon de voir le monde. On passe de causes simples à des systèmes où tout est lié, où il faut isoler les facteurs. C'est le passage à un niveau de complexité supérieur. On le voit dans une autre expérience, avec une bille qui descend un plan incliné. L'enfant, lui, il voit une relation simple. Plus la pente est raide, plus la bille va loin. C'est une observation correcte, mais partielle. L'adolescent, lui, va se dire « Attends, est-ce que c'est vraiment la pente qui compte ou autre chose ?» Oui, il va spontanément décomposer le problème. Quels sont tous les facteurs possibles? La pente, oui, mais aussi la hauteur de départ de la bille, peut-être son poids. Et ensuite, il va raisonner, toutes choses étant égales par ailleurs. Il isole les variables. Voilà. Il ne change qu'une seule chose à la fois. Et c'est comme ça qu'il finit par découvrir que le facteur décisif, ce n'est pas l'angle de la pente en soi, mais la hauteur verticale de départ de la bille. C'est un raisonnement beaucoup plus abstrait. D'accord. Et le sommet de la complexité, j'imagine, c'est quand il n'y a même plus de causes claires, mais juste des probabilités, des corrélations. Ça, c'est une notion vraiment difficile. C'est le dernier étage de la fusée. Et l'expérience pour tester ça est très élégante. On présente un paquet de cartes avec des visages. Il y a toutes les combinaisons. Cheveux blonds, yeux bleus, cheveux bruns, yeux bleus, blonds, yeux noirs et bruns, yeux noirs. Et la question c'est, y a-t-il un lien entre la couleur des cheveux et celle des yeux? Exactement. Mon premier réflexe serait de compter les blonds aux yeux bleus et de les comparer aux blonds aux yeux noirs. C'est un bon début. C'est ce que fait un adolescent au premier stade de la pensée formelle. Il raisonne sur des sous-groupes. Mais ce n'est pas une preuve complète. Le véritable saut logique, c'est quand l'ado comprend qu'il faut une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut plus comparer 2 petits tas de cartes. Non, il faut comprendre que la corrélation, elle est confirmée par 2 types de cartes, les blonds aux yeux bleus et les bruns aux yeux noirs. Ces 2 cas confirment la règle, clair va avec clair, foncé va avec foncé. Ah, d'accord. Ce sont les cas favorables.
Ce sont les cas favorables. Et de l'autre côté, il y a les cas qui contredisent la règle, les blonds aux yeux noirs et les bruns aux yeux bleus. Ce sont les exceptions, les cas défavorables. Voilà. Et la preuve de la corrélation, c'est quand la somme des cas favorables est bien plus grande que la somme des cas défavorables. Il ne raisonne plus sur des éléments, mais sur un rapport entre deux sommes. C'est une opération d'une grande abstraction. C'est vertigineux. Finalement, ce passage à la pensée formelle, ce n'est pas juste apprendre à mieux résoudre des casse-têtes. C'est acquérir la boîte à outils mentale pour penser le monde abstrait. Parfaitement. Et les applications vont bien au-delà du labo. C'est cette nouvelle puissance de calcul qui permet à l'adolescent de faire quelque chose de radicalement nouveau. Construire des théories sur le monde. Il commence à réfléchir à la justice, à l'amour, à la société idéale. Il ne se contente plus de vivre dans le monde tel qu'il est. Ils se mettent à penser le monde tel qu'il pourrait ou devrait être. Et c'est ça qui explique cette passion soudaine pour les grandes idées. C'est pour ça qu'on peut avoir une conversation de 3 heures avec un jeune de 16 ans sur la meilleure façon de refaire le monde. Son nouvel outil est tout neuf et il a envie de l'appliquer à tout. C'est le moteur cognitif derrière la formation de la personnalité, de ce que Piaget et Inelder appellent le projet de vie. Mais il y a un revers à la médaille, un point crucial que les auteurs soulignent. Ah! Ce nouveau pouvoir de déduction est si fort, si grisant, que l'adolescent peut tomber amoureux de ses propres théories. C'est-à-dire qu'il peut faire primer la beauté de son raisonnement sur la réalité. Oui, il peut être tellement convaincu par la cohérence interne de son système de pensée qu'il en vient à ignorer ou à minimiser les faits qui le contredisent. La logique pure peut devenir plus importante que l'observation. Voilà qui ouvre une perspective fascinante pour terminer. Cette capacité à construire des systèmes logiques, c'est l'outil qui nous permet de comprendre le monde. Mais elle peut aussi nous enfermer, c'est tout le paradoxe. Et ça nous amène à une question qui reste valable pour nous tous, bien après l'adolescence. À quel point ce puissant outil de la logique formelle, cette capacité à construire des systèmes de pensée cohérents, risque-t-il de devenir une prison élégante, déconnectée de la complexité du réel? Comment, tout au long de la vie, équilibrer la puissance de la déduction et l'humilité de l'observation?